Salut, bonjour à tous, bienvenue en direct sur Canal 3 Bénin. Merci de prendre ce rendez-vous chez vous. C'est votre matinale Actu Matin. Au programme ce jeudi, focus sur l'environnement économique du Bénin dans la mise en œuvre des réformes pour, au dire des initiateurs, encourager l'investissement et booster le secteur économique. Nous irons voir de plus près la relation acteur économique et tribunal de commerce. 4 ans après la création de cette juridiction, le tribunal de commerce a-t-elle apporté des changements dans le monde des affaires au Bénin? C'est l'une des questions que nous poserons à notre invité économie, Roland Ribou. Il est le président des investisseurs privés du Bénin. En milieu universitaire, enseignants et chercheurs de la sous-région se penchent sur la question de l'agriculture. Ils réfléchissent sur son amélioration. D'ailleurs, ils vont se retrouver à Cotonou du 6 au 10 décembre pour débattre des thèmes spécifiques sous la supervision et l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Achille Assogbadjo est professeur titulaire en foresterie. Il nous donnera plus de détails. Vous aurez tous les rendez-vous du jeudi avec nous, votre page éco. Vous aurez les sports, par la suite la revue de presse. Et ensuite, on va faire un retour sur le sujet abordé dans la rubrique en immersion de la semaine. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Installez-vous. Allez, dans un tout petit instant, vous aurez la une des journaux avec Wahab Alikwara. Suivra votre mini-journal avec William Cliquin, justement, dans le mini-journal des images à voir. Les titres donc, des mécaniciens spécialistes réparent encore des motos de marque Vespa, P50, Piaggio et autres dans la ville de Cotonou. On les croyait noyés dans le chômage avec la quasi-inexistence de ces deux roues dans la circulation aujourd'hui. Loin de là, ils résistent au temps et au vent de la modernité des moteurs à 4 temps quotidiens de ces mécaniciens dans un instant. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi paient aussi de lourds tributs des décisions de réorganisation des minibus dans la circulation à Cotonou, notamment ceux qui doivent traverser le lac Nokwe pour regagner à Kwakpa et environ. Les frais de transport augmentent et les taxis motos et médias n'allègent non plus pas la tâche. Constat de cette difficulté d'une année académique fraîchement amorcée dans le mini-journal. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian Adandédian et bonjour à tous. On va vous retrouver tout de suite dans quelques 10 minutes après la une des journaux. Bonjour Wahab Alikwara. Bonjour Christian et bonjour à tous. La une des journaux, ce sera avec vous après ceci. Allez, que dit la presse nationale ce matin?
Un peu de tout, hein, Christian, dans les parutions de ce matin. On apprend que ça boude dans le rang des aspirants, notamment au niveau de l'enseignement secondaire. Ils se préparent à aller en grève lundi. On va parcourir les parutions ce matin, celle-là qui, bien entendu, en parle. On va commencer donc par le quotidien Maison Fraternité, présentation du budget 2022 du ministère du cadre de vie au niveau des députés à l'Assemblée nationale. Les projets phares de l'administration Tonato à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité, puis mécontentement des aspirants, des griefs et des doléances. Une information à retrouver à la page 2 du quotidien Fraternité toujours. Protection sociale des travailleurs, la Caisse nationale de sécurité sociale lance l'opération conscientisation dans le secteur des transports terrestres. Le potentiel, session budgétaire au Parlement, bilan impeccable. Oui, impeccable pour le ministre José Tonato, un budget de plus de 170 milliards de francs CFA pour l'année 2022. Le potentiel qui nous apprend également que ça va mal pour Blaise Aranzo-Glélé dans le dossier mafia foncière à la mairie d'Abomey. Le matinal, cadre de vie et développement durable, les grands projets de 2022, plus de 170 milliards de francs CFA pour poursuivre les programmes structurants, notamment asphaltage 2, assainissement fluvial de Cotonou et des villes secondaires, construction des équipements marchands, construction des cités administratives et ministérielles. Le matinal qui nous apprend également que les stands sont déjà installés pour la 4e édition de la foire internationale de Parakou. La cloche, extension du réseau routier, les 21 chantiers phares de Talon pour 2022, puis la capacité de la centrale passe de 25 MW au double. La capacité donc de la centrale MW prévu donc la construction de la centrale solaire de Ilafondi à Pobé. L'autre quotidien à présent, détenu pour infraction à la loi, Joël Aïvo et Eric Yamadougou fixés sur leur sort la semaine prochaine. Et puis visite de site de construction de la centrale solaire d'Ilofin, j'espère que je parviens, l'inauguration du joyau annoncé pour avril 2022. Le ministre Jean-Claude Oussou décerne un satisfecit aux techniciens. Les 4 vérités à présent. Le ministre du cadre de vie devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, José Tonato, expose les grandes ambitions du programme d'action du gouvernement 2021-2026 dans son secteur. Un budget de 170 milliards 252 millions 35 000 francs CFA alloués au ministère du cadre de vie et du développement durable. Matin Livre, présentation du budget 2021, le ministère du cadre de vie et du développement durable, bilan et projection. José Tonato justifie la hausse de 68% de son budget ministériel pour le compte de l'année 2022. Quotidien d'Abaro, remboursement d'une grande partie de la dette béninoise. Le gouvernement de la rupture honore ses engagements vis-à-vis des investisseurs. D'Abaro qui nous apprend également qu'en Guinée-Conakry, Alpha Condé est libéré mais mis en résidence surveillée. Info Matin, plan de dépenses et d'investissement du ministère du cadre de vie et du développement durable. José Tonato défend un projet ambitieux de 68% en hausse par rapport à l'année en cours. Et puis situation sécuritaire dans le nord Bénin, 2 présumés djihadistes neutralisés à Bani Kwara. Info Matin alertait en début d'année sur cette situation. Quotidien Diakpata, dynamisation de la décentralisation au Bénin, l'amélioration des salaires des maires préoccupe le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedi, annonce les couleurs, nous apprend le quotidien Diakpata. Nouvelle expression, enseignement secondaire, les aspirants en grève dès lundi. Et puis bourse régionale des valeurs mobilières, le Bénin réalise une opération inédite de remboursement anticipé d'emprunts obligataires.
Quotidien L'Informateur, pour finir, Christian Dandédian, construction d'une centrale solaire à Ilou-Lofin. Le projet passe de 25 à 50 mégawatts. Les entreprises invitées à redoubler d'efforts et à respecter leur cahier de charge. Et puis, renforcement des capacités des artisans, des mécaniciens auto bientôt labellisés Arche. Voilà, Christian, tout rapide d'apparition ce matin avec Fraternité qui nous expose dans ses colonnes les projets phares de l'administration Tonato. Nous sommes là avec le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Et justement, plus de 170 milliards de francs CFA destinés donc à l'amélioration du cadre de vie des populations béninoises. C'est ce projet de budget qu'a présenté le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato, qui a affirmé, je le cite, que cet accroissement du budget traduit les grandes ambitions du programme d'action du gouvernement allant de 2021 à 2026, un programme qui vise prioritairement la poursuite et la consolidation des réformes et des projets structurants du dernier quinquennat tels que le projet asphaltage, l'assainissement pluvial de la ville de Cotonou et des villes secondaires, la construction et l'équipement des marchés, la gestion intégrée des déchets, bouts de vidange et eaux usées dans les grandes villes du Bénin, la construction de la cité administrative d'Abomey-Calavi, la cité ministérielle de Cotonou, le siège des institutions et la poursuite de ce vaste programme de construction de 20 000 logements. En page 3 du quotidien Fraternité, vous avez les précisions sous la plume de Karim Oscar Anorin. Et puis Fraternité qui revient également sur le mécontentement des aspirants au métier d'enseignant. Vous avez en page 2 leur motion de protestation et de boycott de toutes les activités pédagogiques. On rappelle que ça continue de grogner dans ce secteur. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse avec Narcisse Alossé. Tout de suite, le mini-journal. Allez, nous allons démarrer notre mini-journal ce jeudi matin par cet accident de circulation au petit matin d'hier mercredi, 1er décembre à Parakou, dans le septentrion. Un camion chargé de boissons, des produits de la société béninoise de brasserie s'est renversé au niveau du carrefour Hugues Ibermaga à l'entrée de la ville. Pas de perte en vie humaine ni de blessés, mais l'on dénombre d'énormes dégâts matériels comme vous allez le constater dans ces éléments. Reportage signé Jacques Degbé et Socrate à Dantodé. Le camion d'immatriculation béninoise était en provenance de Cotonou avec dans son wagon environ 2000 casiers de boissons de la société béninoise de brasserie Sobebra. Mais ici, au carrefour Ubemaga, le chauffeur a mal négocié le giratoire. Conséquence, il s'est retrouvé dans le décor avec d'énormes dégâts matériels. Moi, je viens de quitter la maison ce matin, j'ai vu un titan qui est tombé. Il transportait les casiers de béninoises et autres. Donc, c'est là que le remorque est décollé de la cabine. C'est là qu'il s'est retrouvé à terre. Mais il n'y a pas de blessés, Mais on a resté beaucoup de casiers de béninoises et autres qui sont cassés. Il n'y a pas de perte humaine. Et mis à part ça, comment dit-on, les policiers sont déjà sur le terrain ce matin en train de faire le constat. Ils sont là actuellement. Donc on rend grâce. Il n'y a pas de dégâts trop comme ça. Ça s'est passé au mois devant moi. Parce que le véhicule venait en allure. Il y avait les gens qui faisaient le sport. Moi je venais au sentier avec mes enfants pour qu'ils aillent à l'école. Elles sont à Damagourou. Je ne sais pas comment ça s'est passé. D'un seul coup, je voyais avec la rue là, le monsieur balançait juste. Il a fait tomber ça. Nous, on a traversé un peu avant que les trucs là ne versent. L'eau qui a coulé de boisson pour entrer dans le bas-fond là, c'est pas peu. Ça s'est passé à 7h12. En l'espace de quelques mois, plusieurs cas d'accidents de camions au niveau des carrefours sont enregistrés à Parakou, ce qui vient rappeler une nouvelle fois l'importance du respect du code de la route et l'observance des mesures de prudence sur nos différents assorts routiers. Quand on tend la fin d'année, surtout au niveau des carrefours, Ibemanga comme ça, nous arrêtons beaucoup d'accidents à chaque fin d'année. Donc, je sollicite les autorités à mettre les policiers et autres sur le terrain pour pouvoir sécuriser les gens qui filent.
hein, pour les calmer. Donc, j'invite les autorités à prendre cette mesure. Les fins d'année cessent les accidents. Donc on n'a qu'à essayer d'aller mollo, aller doucement dans les circulations. Tu vas voir l'autre double, l'autre en allure. Les enfants sortent de l'école, ils ont les motos neuves, ils ne se contrôlent même plus, c'est pour aller faire des dégâts. Donc on a qu'à aller bien, que Dieu nous souhaite une bonne heureuse année pour qu'il n'y ait pas de dégâts ni de décès. Aussitôt après l'accident, la police républicaine et les responsables de la Sobibra se sont rendus sur les lieux pour le constat d'usage afin de libérer la voie au plus vite. Ils se sont cependant refusés à toute interview. Voilà, c'était hier matin du côté de Parakou à l'entrée de la ville. En immersion dans l'univers des mécaniciens, des engins à deux roues, nous nous intéressons aux motos de plus en plus rares dans la circulation et vous allez le voir, ce sera avec William Cliquant. Christian, il s'agit de Vespa, Piaggio, P50, BBCT, Motobécane. Mesdames, messieurs, ces noms vous disent sûrement beaucoup de choses et bien d'autres engins qui avaient marqué le temps. Les mécaniciens spécialisés dans la réparation de ces deux roues en voie de disparition perdent progressivement le marché, mais s'en sortent vaille que vaille, et ce, avec les quelques motos qui tiennent encore sur les routes. Reportage Idrissou Boukari, Rachidi Soubérou. Dans la circulation, on les compte du bout des doigts. Il est bien possible de passer toute une journée à les rechercher en vain. Les motos en voie de disparition comme celle-ci cèdent la piste aux engins à la mode. Et pourtant, dans les années 60, elles avaient marqué le temps et étaient au cœur de toutes les convoitises et des projets d'avenir. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Malgré la révolution dans le domaine des deux roues, les conservateurs résistent encore au temps et restent attachés à l'époque de leur jeunesse. C'est le cas d'Antoine Adonago, professeur certifié DPS et directeur d'école. 18 ans qu'il partage sa vie avec son fidèle allié. D'abord, pour moi, en tout cas, c'est une moto qui a beaucoup d'avantages. Surtout qu'on ne parle pas de chaîne, de transmission, ça dit chaîne, dents, petite dents, grande dents, tout ça là. Et après un temps, il faut changer à tout moment. Il faut changer à tout moment. Ou bien c'est la chaîne qui se casse, qui crie. Quand c'est un peu vieux là, ça crie chez les autres motos. Mais alors qu'ici, vous n'avez pas ce problème-là. Après quelques petites courses lundi matin, Antoine Adonago fait un crochet chez son mécanicien. Situé à PK14 dans la commune d'Abomey-Calavi, le garage est tenu par Crépin, un atelier au visage d'un cimetière pour motos. Certaines d'entre elles ont épuisé leur durée de vie ici. Depuis une vingtaine d'années dans ce métier, il s'est spécialisé dans la réparation des motos Vespa. Il y a encore 15 ans en arrière, le garage ne désemplissait pas. Mais plus ces engins se font rares, moins les mécaniciens sont sollicités pour les réparations. La marque meurt avec sa clientèle, mais Crépin ne manque pas de tirer son épingle du jeu. Pour lui, le marché est encore rentable. Je reconnais qu'il n'y a plus assez de motos Vespa, mais elles n'ont pas totalement disparu. Ce qui fait que je ne me suis jamais senti désœuvré ou en situation de chômage technique. Sur la liste des engins en voie de disparition, on retrouve les motos de marque Piaggio, P50, BBCT, Motobécane, qui avaient elles aussi marqué les esprits des seniors actuels. Si la Vespa était considérée comme moto pour adultes, ces engins par contre avaient fait rêver les jeunes. Mais il faut être d'une certaine classe sociale pour les avoir. À Gbadro-Médé à Cotonou, on retrouve un autre mécanicien spécialisé à la matière. Il totalise 28 ans à la tâche de mécanicien vélomoteur. Beaucoup de gens aiment les trucs anciens. Et avec les trucs anciens, des raccourcis, ils sont contents dedans pour que beaucoup de gens voyaient sur la moto se rappellent des anciens temps. Donc sans les motos anciens, je crois qu'il n'y aura pas des histoires racontées aux enfants. Tout
comme Crépin, Antoine n'a aucun apprenti. Et la raison est toute simple. Les jeunes désireux d'exercer la mécanique ne sont pas disposés à se faire former à la réparation des motos d'une époque visiblement révolue. Il faut s'inscrire dans la tendance et vivre son temps, pense-t-il. De l'autre côté, quand bien même ces motos n'existent plus dans la boutique, sur le marché, les pièces de substitution existent encore et permettent aux mécaniciens de répondre convenablement aux besoins de leurs clients. Il y a des anciennes boutiques qu'on les connaît et en leur rendant visite là, ils essaient de nous chercher la moto. Et en plus ça, moi-même, je garde des pièces pour satisfaire mes clients. Parce que dans la vie, s'il n'y a pas de mécanicien, s'il n'y a pas la pièce, tu ne peux pas rouler la moto. Vespa, Piaggio, P50, BBCT, Motobécane disparaissent et font leurs adieux lentement mais sûrement, laissant place à des motos de nouvelles marques qui inondent le marché. Leurs réparateurs, eux, tiennent encore le coup et la question de la reconversion, de la réadaptation ou encore de l'actualisation de connaissances n'est pas encore leur priorité. Mais dans tous les cas, ces anciennes motos ont vécu et restent la preuve tangible de l'évolution du génie créatif humain. Merci à Idrissou Boukari qui souffle un vent de nostalgie sur les seniors ce jeudi matin. Le ballet de remise officielle des plaidoyers initiés par l'UNICEF se poursuit. Ce lundi, c'était au tour du département des Plateaux d'avoir l'occasion de présenter ses doléances au préfet de ce département. Le point de cette étape dans ce reportage. C'est la ville de Pobet, dans le département du Plateau, qui a accueilli ce lundi l'équipe de l'UNICEF pour le plaidoyer des enfants et des jeunes béninois. Le 11 décembre prochain, l'UNICEF aura 75 ans. Et le 20 novembre passé, l'UNICEF a fêté la Journée mondiale de l'enfance, la 32e édition. Donc c'est autour de ces deux événements que nous avons réfléchi pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer les 75 ans de l'UNICEF. Et c'est là où l'idée d'aller vers les 12 préfets de notre pays, qui sont les représentants du chef de l'État au niveau départemental, pour faciliter le dialogue intergénérationnel entre les enfants, les jeunes et les autorités, les décideurs et détenteurs de droits que sont les préfets. Tous ces engagements seront collectés et transmis le 8 décembre prochain, qui est retenu comme date officielle pour la célébration des 75 ans de l'UNICEF au Bénin. Pour leur épanouissement, les enfants et les jeunes du département du Plateau voudraient que bien de choses liées à leurs conditions de vie, leur éducation et leurs loisirs soient améliorées. Des doléances qu'ils ont portées à la connaissance du préfet Valais Setonoubo, venu les écouter. Nous venons vers vous afin que l'obligation faite à tout enfant de fréquenter l'école primaire soit contrôlée et respectée. Monsieur le préfet, nous voudrions enfin que les enfants les plus pauvres reçoivent davantage de soutien de l'État pour leur éducation. Depuis plus de 5 ans, la jeunesse de cette commune n'a pas une maison des jeunes digne du nom pour la réalisation des activités d'épanouissement ou des activités de jeunesse. Faites quelque chose pour nous dans ce sens. Face à cet appel, l'autorité préfectorale a rassuré de son engagement à accompagner les enfants et les jeunes de son département, rappelant au passage tout ce qui est déjà fait par le gouvernement pour les protéger. Vous avez, au cours de votre plaidoyer, parlé d'un contrôle accru de l'obligation faite aux enfants de fréquenter au moins l'école primaire. Nous en sommes conscients. Le gouvernement en a fait une lutte et plusieurs actions témoignent de l'importance que le gouvernement actuel accorde à l'éducation des enfants. Ne vous en faites pas, tenez-vous tranquille. Nous ferons tout que notre département, qui par le passé était caractérisé par l'envoi de nombreux de nos enfants au Nigeria pour aller travailler dans des plantations, nous sommes en train de mener une lutte pour décourager à jamais ces pratiques qui font de l'enfant un esclave. Et je vous assure pour terminer que le département du Plateau, dont j'ai la charge,
prenons l'engagement ferme de vous accompagner dans la réponse aux différentes préoccupations que vous avez énumérées dans vos différents plaidoyers. Cette randonnée de l'équipe de l'UNICEF pour porter le message des enfants et des jeunes du Bénin se poursuit avec un arrêt ce mardi à Porto Novo pour le compte du département de Lomé. Des nouvelles de la marine béninoise. Après plusieurs mois de formation, 3 capitaines de remorqueurs viennent de recevoir leur parchemin. C'est un certificat de parcours d'acquisition de compétences sur le remorquage à l'arrière des navires 300 mètres et plus. La formation est financée par Enabel grâce à son projet d'appui au secteur paraportuaire. La cérémonie de remise a eu lieu hier mercredi au port autonome de Cotonou, à Limomouni. Voici le remorqueur dont disposait le Bénin. Aujourd'hui, le port autonome de Cotonou est passé à la vitesse supérieure avec des navires de remorquage de type ASD. Une nouvelle technologie qui répond aux normes et qui est également capable de supporter des navires de plus de 300 mètres. Avec ce type de remorqueur, aussitôt le remorqueur se présente derrière le bateau, nous servons la remorque et puis nous sommes opérationnels. En dehors de ça, c'est que nous sommes aujourd'hui avec un engin très puissant qui peut déployer jusqu'à 85 tonnes de force de traction pour assister les navires de près de 300 mètres et plus. Après l'acquisition de ces nouveaux matériels, des agents béninois sont envoyés en formation afin de pouvoir les manœuvrer. Sur environ une quinzaine, 3 sont déjà déclarés aptes à piloter en toute sécurité les nouveaux remorqueurs de type ASD, Amazon et Bioguerra. Durant cette formation, il a été mis en place une nouvelle mode d'accostage des navires au port de Cotonou, une nouvelle manière d'accoster les navires. Donc actuellement, pour rentrer au port de Cotonou, nous attelons le remorqueur dans le chenal d'accès. Ça permet de faire l'évitage dès l'entrée du navire au port et ça rend les manœuvres des navires beaucoup plus sûres. Ayant franchi toutes les étapes, les 3 capitaines de remorqueurs sont aujourd'hui à l'honneur. Ils reçoivent ici leur parchemin de fin de formation. On a fait la formation de capitaine, ça a duré plus qu'un an. Ça veut dire des formations en inverse, des formations dans les simulateurs, des instructeurs qui sont venus ici. Il y a plusieurs capitaines français, belges qui sont ici pour la formation des gens parce que c'est vraiment une machine très délicate. La formation des agents béninois à l'acquisition de compétences sur le remorquage à l'arrière des navires de 300 mètres plus s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au secteur paraportuaire de l'Agence belge pour le développement Enabel. Une formation qui s'est déroulée à la fois en Belgique et au Bénin. Alors, la coopération date de 2019 et suite à un diagnostic qui a été fait à l'époque, on s'est rendu compte du besoin énorme en remorquage ici dans le port et c'est pour ça que cette formation a été organisée à destination de 15 personnes, dont une femme. Également, lors de ce diagnostic, on a pu se rendre compte que le port ici de Cotonou permettait l'entrée de navires beaucoup plus grands, de 300 mètres linéaires, au lieu des 275 initiales. Et cette formation, ainsi que l'achat des 3 remorqueurs, permet justement de réaliser cet accès. L'acquisition de ces nouveaux matériels et compétences au profit du port autonome de Cotonou et son personnel est un pas de plus dans l'atteinte de ces objectifs. Il s'agit notamment de la modernisation des équipements et le repositionnement dans la sous-région. Eh bien, dans la suite de ce mini-journal, la mesure de restriction conjointe de la mairie de Cotonou et de la préfecture du littoral sur l'entrée des minibus au marché d'Antokpa n'est pas sans effet sur les étudiants et surtout ceux de l'université d'Abomey-Calavi qui font partie de la grande masse de consommateurs aussi affectés par cette norme. Dans ce reportage que nous vous proposons, vous allez constater les changements intervenus dans les habitudes de ces apprenants. Ali Momouni et Henri Ganti. Il est 13h ce mardi 30 novembre 2021. Devant le campus d'Abomey-Calavi, Caleb, un conducteur de minibus, est à la quête de passagers pour un nouveau voyage. Il fait souvent le trajet Calavi-Tokpa, mais au lendemain de la mise en application
de la mesure de réorganisation du transport urbain dans la ville de Cotonou, l'opération lui prend plus de temps que d'habitude. Je suis là depuis 2 heures de temps comme ça. Fait 2 heures de temps comme ça, depuis 10 heures. C'est pas souvent comme ça, c'est depuis hier que ça a commencé comme ça. Cette nouvelle situation à laquelle font face Caleb et ses collègues conducteurs de minibus, communément appelés Tokpa, résulte de l'impact de la mesure de restriction conjointe de la mairie de Cotonou et la préfecture du littoral sur le quotidien des étudiants. Bon, je trouve que cette décision, c'est pas une très bonne décision. Du fait que, avec la crise que traverse le pays, il y a certains étudiants qui ne pourront pas arriver à subvenir à leurs besoins en quittant peut-être Tokpa pour venir jusqu'ici. Je ne pense pas que c'est une très bonne décision. Les bus, comme vous le voyez, sont des moyens très importants pour notre société aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui quittent des endroits très reculés pour venir faire les cours à l'UAC. Personnellement, moi je quitte ces mercredis pour venir faire les cours ici. Donc ça n'arrange pas du tout. Ça n'arrange pas. Si par exemple nous venons ici, on a des photocopies à faire, on a des documents à prendre. Maintenant il se pourrait que nous on a 200 pour rentrer et à Tokpa pour marcher, pour rentrer à la maison. Et maintenant on dit qu'on va nous déposer à Vautier ou quoi, je ne sais pas. Bon, on va beaucoup sourire. S'il est vrai qu'avec cette nouvelle mesure, le coût du transport revient plus cher aux étudiants, il n'en demeure pas moins que certains parmi eux préfèrent désormais les taxis-motos, ce qui engendre bien évidemment des frais supplémentaires. Les matins, je prends Zim directement pour venir ici et à la fin des cours, je prends le bus normalement. Mais avec la mesure qui vient, je ne peux pas. Ça ne m'arrange pas. Je suis obligé de prendre les Zim directement pour rentrer chez moi. Dans cette semaine, je n'ai pas encore pris le bus. Maintenant que le bus ne veut pas aller à Tokpa, je prends le Zim pour quitter l'Étoile pour venir au campus. Donc je souhaiterais bien qu'ils revoient un peu la limite de transport, la limite où on pourrait nous faire descendre. Depuis ce lundi 29 novembre 2021, ce sont les taxis-motos qui raflent la clientèle estudiantine. Merci à Ali Moumouni que vous retrouvez après moi dans la suite d'Actu Matin avec Christian dans les gens. Merci beaucoup à vous William. Cliquant Ali Moumouni déjà installé. Ce sera le journal des sports avec lui. Nous allons observer la pause, le temps de le recevoir. D'abord bonjour Ali. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est le journal des sports sur Actu Matin. Ali Moumouni, nous sommes avec vous. Vous avez pour nous des résultats de rencontres? Bien sûr, Christian, on a les résultats des rencontres de la 6e journée qui ont démarré hier, donc en mi-semaine. Et donc dans la zone A, il y a Bégué qui était à domicile face à Dynamique FC de Djougou. L'équipe de Béméreké s'est imposée à son adversaire sur le score d'1-0. Pendant ce temps, le derby, je dirais le classique béninois, donc se déroulait du côté du stade Atchoukouman de Djougou entre les Panthères FC et les Buffs de Borgo. La rencontre s'est soldée par la victoire des Paraquois sur le score de 2-1. Damissa était face à Real Sport. Les deux équipes se sont séparées dos à dos sur le score de 0 partout. Rencontre disputée à Parakou. Dynamo de Parakou, qui était aussi à domicile face à l'AS Takounen de Kandi s'est incliné face à son adversaire sur le score de 4-2. Dans la zone B, Christian, l'AS Tonnerre accueillait donc Dadje FC. L'AS Tonnerre s'est incliné face à son adversaire sur le score de 2-0. Dynamo d'Abomey s'est imposé à son hôte sur le score de 2-1. Pendant ce temps, Énergie FC de la SBE s'inclinait à domicile face à Espoir de Savalou. Score à l'arrivée 1-0. Dans la zone C, donc Cotonou, Atlantique Littoral et autres. Dans cette zone, Adjidja s'est incliné à domicile face à Coton FC. Score 3-1. L'AS Police
s'est séparé 2-2 et l'Aspac se sont séparés 2-2 sur le score de 0 buts partout. Les Requins également ont fait match nul face à Éternel Omnisport sur un score de parité d'1 but partout. Dans la zone D, il y a Avranco Omnisport et la Jeunesse Sportive de Paubert qui se sont séparés également 2-2 sur le score de 0 but partout. Ayema s'est imposé au Dragon de Louémé avec sur le score d'un but à 0. Les Dragons de Louémé qui ont des difficultés depuis quelques journées déjà à s'en sortir. Pour finir avec cette zone, donc la zone D, l'association sportive de la vallée de Louémé s'est imposée 1 but à 0 à son adversaire. Sobema Sport rencontre donc Compton pour la 6e journée. La suite, Christian, c'est aujourd'hui et on aura donc quelques 3 rencontres dans la zone B, C et D. Dans la zone B, donc l'US Baboni sera face à l'Auto FC, rencontre prévue pour 16h. Dans la zone C, UPONM aura pour adversaire Sitatonga qui fait partie des équipes, de la nouvelle équipe montante qui ont rejoint l'élite cette saison, qui est donc la 3e division. Et puis dans la zone D, il y aura Jeffa FC qui sera face à Azos. Christian, voici donc pour ce qui concerne les différentes explications, ou du moins rencontres prévues pour le compte de cette 6e journée. Donc la suite, c'est aujourd'hui, ce jeudi, donc 2 novembre 2021. Et comme tous les jeudis, on parle bien entendu de l'interview. Pour aujourd'hui, nous recevons le bouliste béninois Marcel Bior. Christian, vous le connaissez très bien. Le capitaine des écureuils boulistes s'est confié à nous une semaine après leur retour d'Espagne, où ils ont pris part à la Coupe du Monde de pétanque. Après leur participation historique de 2018 cette année, ils ont su profiter de la seconde chance qui leur a été accordée, reclassée donc à la Coupe des Nations après leur élimination en quart. Ils ont remporté le trophée. Dans cet entretien, Marcel Bior nous parle de ce qui n'a pas marché et dans une projection aussi assez proche, il nous confie ses objectifs pour le prochain mondial de la pétanque, c'est-à-dire celui de 2022 que le Bénin va abriter. On va suivre Marcel Bior dans cet entretien d'environ 5 minutes 30. C'est vrai, nous avons participé à la Coupe du Monde en Espagne à Santa Susana, où le Bénin a été champion du monde des nations. C'est vrai, cette expédition m'a beaucoup marqué parce que ça nous a apporté un plus. Parce que bien avant ça, on avait effectué la Coupe d'Afrique où le résultat était catastrophique. Donc, avec la Coupe du Monde, on a pu amener ce titre-là. Ça n'a pas été facile et bon, ce n'était pas le résultat qu'on voulait, mais bon. On dit l'homme propose, Dieu dispose. C'est ce que Dieu nous a donné sur les trois trophées qui étaient destinés pour ce mondial. C'est vrai, bon, il y a le changement climatique qui a joué sur nous aussi, parce que là-bas il faisait frais. Et bon, on n'avait pas eu le temps d'aller vite s'acclimater. À part ça, il avait des coups de malchance parce qu'à des moments donnés, lorsque c'était déterminant pour nous, bon, la chance nous manquait un peu, on n'arrivait pas à réussir ce qu'on voulait. Au début, on a joué 5 matchs d'abord, et sur les 5 matchs, on a gagné 3. Donc on était qualifié pour le second tour. Le second tour, nous nous sommes retrouvés dans une poule de 3. On était avec le Sénégal et la Thaïlande. Donc notre premier match, on a joué ça contre le Sénégal et sans vous mentir, il avait pas de chance de notre côté parce que tout ce qu'on faisait ne marchait pas. Donc on avait perdu contre le Sénégal et au barrage également on a encore perdu contre eux. C'est ça qui a laissé, nous sommes allés vers la Coupe des Nations où bon, on a été chanceux, bon, la chance était de notre côté, on a pu jouer, pu mieux s'exprimer là-bas. Et bon, pas oublier parce qu'il faut se servir de cette expérience pour mieux travailler pour les fois à venir. Parce que l'année prochaine, le Bénin habitera la Coupe du Monde. Donc, on doit tenir compte de certaines parties pour pouvoir mieux se donner encore et corriger certains défauts. Bon, pour le moment, je suis d'abord au repos parce que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Donc, je prends un peu de temps. Mais je sais que ce qui m'attend n'est pas chose facile parce que
organiser une compétition une compétition chez soi, c'est pas facile. Donc il faut que je me réveille très tôt pour mieux me donner pour avoir encore un niveau très très élevé pour pouvoir faire plaisir à tout le peuple béninois. Donc je dois beaucoup travailler et je sais aussi que tout ce poids-là sera sur moi. Donc je dois beaucoup travailler et donner le meilleur de moi-même. Mes objectifs, c'est de remporter les deux trophées, au titre de précision et au niveau mondial. Donc là, je suis obligé de tout faire pour être champion du monde en titre de précision et champion du monde en équipe. Parce qu'en 2016, on a été vice-champion, mais il faut que cette fois-ci, nous puissions avoir au moins ce titre-là. Je peux vous dire que depuis 2016 où le Bénin a été vice-champion du monde, et nous sommes arrivés, on est dans un pays où on ne fait que faire des promesses. Mais cela ne nous étonne pas parce qu'à chaque fois c'est des promesses sur des promesses qu'on nous fait. Mais toujours on donne le meilleur de nous, mais on continue de travailler en espérant un lendemain meilleur. Ce que j'attends des dirigeants, au moins depuis notre arrivée, au moins si on peut peut-être chercher à nous voir et à nous demander ce qui se passe dans notre discipline, ce serait bon. Pourquoi toujours mettre le foot devant? C'est que c'est le sport, ouais. Mais il y a aussi d'autres disciplines qui sont là, qui donnent le maximum et qui font des résultats à chaque fois. Et donc, tout ce que je veux que le ministre ou bien le chef de l'État au moins nous permette de continuer dans cet élan en cherchant à savoir comment nous vivons. Pour cette préparation, bon, j'aimerais au moins que peut-être le Bénin organise plus de compétitions parce qu'au Bénin, on a un manque, une carence de compétition. Or, dans les autres pays, à chaque semaine, il y a des compétitions, donc les joueurs vont titiller le sommet, revenir et voir ce qui ne marche pas et encore plus se donner. Or, au Bénin ici, tu peux faire 3 mois sans compétition, c'est seulement les entraînements. Et on sait que bon, les entraînements payent, mais en t'entraînant, il faut que tu ailles au moins se mesurer à d'autres pour voir si tu as toujours la forme. Les pays sont là, il y a des pays où on fait des compétitions. Au moins, si on peut peut-être nous amener, faire des tests là-bas, ce serait vraiment bon. Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on s'entraîne chez soi et après rencontrer des gens avec qui peut-être vous étiez ensemble et qui ont fait encore de progrès. Ça amène souvent un peu de frustration. Avant de se retrouver, il est déjà trop tard. Donc si on peut nous amener à faire des tests hors du Bénin, ce serait vraiment bon. Allez, à l'instant, Marcel Biot, capitaine de l'équipe nationale de pétanque. Donc, Christian, vous avez entendu, il y a plusieurs objectifs. Donc, et précisément, remporter donc le titre de tir de précision pour le prochain mondial et aussi devenir champion en équipe, bien entendu, champion du monde de pétanque. Donc, pour cette compétition que le Bénin va accueillir en 2022. Et donc, pour ça, l'athlète réclame donc quelques attentes et ce qui concerne, bien entendu, la préparation, donc organisation de plusieurs compétitions afin de les permettre d'être en jambes pour ce grand rendez-vous de 2022. Justement, et lorsque vous observez un peu leur parcours et les ambitions pour 2022, est-ce que vous pensez que cette équipe a les armes nécessaires, les ressources nécessaires pour véritablement aller à la conquête du trophée final? Oui, Christian, comme on le dit, toute compétition se prépare. On a vu déjà par le passé l'équipe qui est devenue vice-champion du monde et cette année ils sont allés, ils ont été reclassés et ils ont remporté un des trophées, des 3 trophées qui étaient en jeu, ce qui veut dire qu'ils ont une potentialité et si on met davantage de moyens à la disposition des joueurs et puis des athlètes, des boulistes et puis on organise beaucoup plus de compétitions pour qu'ils soient en jambes. Je crois que c'est possible qu'ils se retrouvent sur le toit du monde. D'accord, merci beaucoup Ali Momouni, c'était les sports avec vous. On va vous retrouver demain vendredi. Très bonne journée du jeudi. Dans un instant, les informations sur les marchés avec Clément Achadé et puis juste après on va recevoir notre premier invité pour nous parler donc de ces assises pour le renforcement des capacités en agriculture. Le professeur Achille Assogbadjo est professeur titulaire en foresterie. Il sera avec nous pour nous apporter des précisions. Il est d'ailleurs déjà avec nous. Bonjour professeur. Bonjour. On vous retrouve dans un instant. Merci. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. Ça sera la musique ou rien. C'est tout.
De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de nous. Nous sommes jeudi sur Actu Matin, les marchés, tendances des prix et des produits. Toutes ces informations, c'est avec Clément Achadé, comme tous les jeudis d'ailleurs. Clément, bonjour. Bonjour, Coco Christian Dandeya, bonjour à toutes et à tous. Oui, voici très rapidement les marchés qui s'animent. Aujourd'hui, jeudi, donc, s'anime le marché de Gouka, c'est dans la commune de Banter. S'anime également le marché de Niki, le marché de Kokokoji, mais aussi le marché d'Akodeha, le marché d'Aleyo, s'anime aussi le marché de Bimbereke et le marché de Kalale. Et demain vendredi s'animent les marchés d'Alada, Sekou, Zé, Kove, Karimaman. Toujours demain vendredi s'anime aussi le marché de Malanville et le marché de Gorgounon. Samedi s'anime les marchés de Savalou, le marché de Grand Popo, le marché d'Indali, le marché de Doumé, le marché de Djougou aussi s'anime, le grand marché de Djougou s'anime aussi samedi. Et toujours samedi s'anime traditionnellement le marché de Azeke, c'est Taparakou. Le dimanche s'anime le marché de Dogbo, le marché de Sé et le marché de Boyikon. Et toujours dimanche s'anime aussi le marché de Zogbodomé, le marché de Wegbo, le marché de Paou, le marché de Dantopa, je vous le disais. Et toujours dimanche s'anime le marché de Sinandé. Et sans transition, voici maintenant les tendances de prix de quelques produits sur nos marchés. À Bimbereke, le soja coûte actuellement 250 francs le kilogramme, alors que le petit mil se retrouve actuellement à 510 francs le kilogramme. Le gombo est actuellement, ça monte légèrement, Christian. Le gombo est dans cette zone à 775 francs. Les kilogrammes, c'est la période, oui. Il faut aussi le comprendre. À Alada, le maïs blanc coûte 225 francs le kilogramme. L'huile végétale est maintenue à 800 francs le litre, alors que le gari dans cette zone est à 570 francs le kilogramme. Le sorgho est à 370 francs le kilogramme. Et à Zeker, ça c'est Parakou, le maïs par endroit est à 375 francs. À d'autres endroits, le haricot coûte dans cette zone entre 600 et 700 francs le kilogramme, alors que le sorgho est actuellement dans cette zone à 525 francs le kilogramme. L'huile de palme dans le marché d'Antopa, ça c'est ici à Cotonou, est à 1300 francs le kilogramme. Le tapioca coûte 550 francs le kilogramme. Les tomates sont à 775 francs le kilogramme, je parle bien des tomates fraîches. Et l'arachide coque coûte actuellement à Dantopa 350 francs le kilogramme. Voilà le tour rapide de quelques tendances que j'ai spécialement sélectionnées pour vous ce matin. Voilà, vous avez une information sur tous les marchés et sur l'essentiel des produits à grande consommation. Alors, une fois dans les marchés, on peut débattre des prix. Et c'est possible, mais il y a quand même certains produits dont les prix sont standards, ça ne change pas. Mais toutefois, vous savez, c'est le commerce, c'est les affaires, il faut discuter, tout est possible. Quand vous voulez acheter une quantité donnée, les commerçants ou les commerçantes sont regardants et du coup, on vous fait de bons prix. D'accord. Merci beaucoup Clément Achadé. Vous n'allez pas partir puisque nous allons nous retrouver juste après la page invitée dans la page économie avec l'invité du jour, Roland Ribou, qui lui est le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. On va parler de la justice commerciale avec la création depuis maintenant 4 ans du tribunal de commerce. Quel est l'impact de ce tribunal sur les affaires et le secteur privé? Question à poser à notre invité. Dans un instant, nous irons donc dans nos universités avec notre invité, professeur Achille Assogbadjo. Après ceci.
Professeur Achille Assobadio, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Oui, nous allons parler du monde universitaire et surtout de cet événement qui va se tenir du 6 au 10 décembre prochain, ici même à Cotonou, où notre pays a l'honneur d'accueillir la conférence triennale du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture. On veut comprendre de quoi il sera question. C'est vrai qu'on sait que la thématique, c'est l'agriculture, mais quel est le contenu de cette conférence? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et le RUForum, ça c'est en anglais Regional Forum of University. Donc c'est le forum régional des universités africaines. C'est un ensemble de 143 universités du continent réparties dans 38 pays. Et toutes les 5 régions ou sous-régions du continent sont concernées, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Centre. Donc c'est un grand rassemblement qui aura lieu ici à Cotonou. Il faut le dire, depuis le 28 novembre, nous avions commencé avec les activités pré-congrès qui se déroulent sur le campus. Aujourd'hui même, après le plateau, je vais me rendre sur le campus pour la journée de l'enseignement supérieur qui aura lieu cette journée où nous allons réfléchir au niveau national sur justement le monde universitaire. Voilà. Donc c'est ce qui nous attend dans les prochains jours. Et où en êtes-vous avec les préparatifs? Très bien, ça va bon train. Nous avons un soutien sans faille justement de notre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les 3 universités concernées qui sont membres du RUForum au Bénin, il y a l'université d'Abomey-Calavi qui a intégré le RUForum en 2013. Il y a l'Université nationale d'agriculture et l'Université de Parakou qui ont intégré en 2018. Donc ensemble, nous sommes en train de nous préparer de façon très active pour recevoir justement toutes ces sommités de l'enseignement supérieur en Afrique. Bon, si vous le permettez, c'est une réunion qui va regrouper plus de 1000 participants. Disons, on attendait environ 1500, mais avec la crise de la COVID-19, nous avions revu à la baisse compte tenu des mesures, mais également des restrictions. Et nous avions opté pour justement une version hybride. Et donc à Cotonou, nous allons recevoir pour l'ensemble, y compris les nationaux, environ 800 participants. Et les autres vont suivre en direct avec les systèmes Zoom et autres. Par visioconférence alors. Par visioconférence. Donc, voilà. En dehors du thème central autour de l'agriculture en question, ça doit être l'agriculture en Afrique puisque c'est plusieurs pays africains qui vont se retrouver ici à Cotonou. Quels sont les thèmes spécifiques qui seront abordés au cours de ce forum? Merci. Et en fait, ce forum va se focaliser dans un premier temps sur l'innovation dans les universités africaines, comment l'innovation peut être déjà en fait célébrée de plus en plus dans nos universités. Il y a l'industrialisation, comment les universités africaines peuvent contribuer justement à l'industrialisation du continent. Il y a les aspects d'inclusion, parce que de plus en plus, on pense à l'aspect genre, comment intégrer cette dimension genre dans la recherche, dans les questions d'innovation, dans les questions de développement socio-économique. Donc, les 3 thèmes seront au centre des débats. Et je veux dire que ces débats, comme je l'annonçais au début, seront animés à différents niveaux. Il y a les chercheurs, bien entendu, les universitaires qui sont là, mais c'est également étendu au monde politique, puisque nous attendons à cette grande conférence, à ce grand rendez-vous, nous attendons plus d'une dizaine de ministres. En fait, 20 étaient annoncés, mais compte tenu des restrictions, on attend plus d'une dizaine. Nous attendons 100 recteurs d'université, nous attendons 100 doyens et directeurs d'écoles d'université. Nous attendons des partenaires au développement qui vont également venir voir de façon intégrée comment réfléchir ensemble pour justement
en fait, mieux valoriser, mieux célébrer l'excellence dans nos universités. Donc, globalement, voilà les thématiques et les acteurs qui sont concernés, voilà, par justement cette conférence. Alors, vous avez parlé de recherche, de technologie, d'innovation. Vous pensez que tout ceci accompagne l'agriculture? Bien entendu. Sommes-nous à l'étape embryonnaire encore ou il y a quand même des progrès qui sont faits depuis un moment? Oui, certainement, il y a beaucoup de progrès puisque, en fait, la recherche doit être au service justement du développement. Et certes, on continue justement lentement, mais sûrement, aussi en Afrique, vers, disons, une sécurité alimentaire. Puisque quand on parle d'agriculture, c'est l'essentiel, c'est l'objectif final. C'est la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle, la sécurité sanitaire. Tout ça, c'est globalement à la base de l'agriculture. Et donc, je crois que dans le temps, nous avions évolué. Nous avions évolué, ça se voit, parce qu'il y a, disons, depuis 1960 à ce jour, par exemple, si on considère le cas du Bénin, nous avions évolué, nous avons fait des progrès au niveau de la transformation, au niveau agricole, au niveau de la valorisation, au niveau, disons, des exportations, etc. Donc, nous évoluons, mais à notre rythme. Voilà. Alors, du 6 au 10, ça fait pratiquement 5 jours de travaux, d'intenses activités, de discussions, de réflexions. Et à la fin, il y aura donc des résultats. C'est sûr et certain que vous avez déjà une idée des résultats qui sont attendus à la fin de ces assises. Oui, naturellement. Bon, les résultats attendus, c'est comment, ça, il faut le dire, comment intégrer davantage nos universités dans l'innovation au niveau du continent. Parce que nous voulons voir quels sont les schémas possibles pour que les universités puissent participer davantage à l'innovation sur le continent. Surtout l'inclusion aussi. Comment faire participer davantage les connaissances de différents niveaux. Et comment intégrer tout le monde universitaire, tous les acteurs, pour que nous puissions évoluer vers notre développement sur le continent. Donc, en fait, les résultats attendus, ça va être sous forme de stratégie à proposer et il y aura des déclarations au niveau ministériel, des déclarations qui, dans leur implémentation, devraient conduire justement à une certaine avancée par rapport au développement économique durable justement de notre continent. En d'autres termes, c'est la contribution des universités, la contribution de la recherche universitaire, la contribution des innovations au développement socio-économique durable du continent. Le résultat final, ça va être décliné, et comme je le disais tantôt, sous forme de stratégie. Et justement, c'est la mise en œuvre qu'il faut par la suite. Ça veut dire que les résultats que vous obtiendrez à la fin des travaux, vous les verserez aux politiques pour la mise en œuvre, puisque justement, ce sont les politiques qui mettent en œuvre les stratégies évoquées. D'accord, ça va se faire. Alors, quel est le programme de la première journée, puisque certainement il y aura une cérémonie officielle d'ouverture des travaux? D'abord, il y a des rencontres qui vont se faire, des rencontres stratégiques, il y a des rencontres scientifiques, mais l'ouverture, en fait, la conférence démarre certes le 6, mais l'ouverture officielle est prévue pour le 8. Le 8. Pourquoi ce décalage? Oui, parce qu'il faut des travaux préliminaires, justement, au congrès proprement dit. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé par ici, professeur Achille Sobadjo, professeur titulaire en foresterie, pour nous rappeler que notre pays accueille du 6 au 10 décembre 2021 cette conférence triennale du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une très bonne journée et plein succès à vos travaux. La rubrique économie va s'installer avec Clément Tchadé emmené en plateau et l'invité du jour, Roland Ribou, qui est le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, et le forum des discussions. On parlera de l'impact de la justice commerciale au Bénin sur les affaires et le secteur privé.
LBM, notre passion vous transporte. Hey, la famille Canal+. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal+ Pop. On vous attend aussi sur Canal+ Première. Et toujours sur les chaînes Canal+ Sport. Pour vibrer ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal+ a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Pour célébrer, s'émerveiller, Passage en vitesse, Mac Noël. redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer Noël. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. ESM Bénin, École supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'École supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur nos différents sites. Pour plus d'informations, contactez +229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. LBM, notre passion vous transporte. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés: 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. – 8h passées de 7 minutes sur Canal 3 Bénin. Merci de vous installer, merci de nous préférer. On va parler économie avec notre invité Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Bonjour à vous, Clément Achadé, ou rebonjour si vous le voulez. Qui est, Wahabali Para en plateau. Christian déjà rebonjour. Et Armand Aliamossou qui nous a rejoint entre temps. Oui, nous allons parler de la justice commerciale au Bénin. On se rappelle qu'il y a quelques années en arrière, lorsqu'on fait le point, ça fait 4 ans que notre pays s'est doté d'un tribunal, le tribunal de commerce qui traite des affaires commerciales. Quel est donc l'impact de ce tribunal, des décisions qui sont rendues sur les affaires et le secteur privé en activité au Bénin? C'est la question que nous nous posons. Et nous avons le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin avec nous. Oui, Clément Achadé, une thématique qui est à l'air du temps, je dirais. Oui, mais c'est qu'il faut... Oui, ce qu'il faut comprendre quand on parle de la justice commerciale, c'est tout ce qui entre en ligne de compte lorsque il y a un contentieux, lorsqu'il y a de litige, lorsque les deux hommes d'affaires qui ont contracté, qui ont fait un contrat pour mener leur activité, que ça soit aussi bien dans le commerce que dans l'investissement,
c'est que les deux s'entendent et puis il faut un contrat. Et dans ce contrat, ils précisent par exemple, et soit les mots de règlement de leur litige dans le contrat, et puis en fait, ce qu'apporte la justice commerciale aujourd'hui au Bénin, c'est, je vais dire, en résumé, c'est l'amélioration du climat des affaires. L'investisseur qui, auparavant, voulait par exemple venir au Bénin pour s'installer, il se disait, mais tiens, quand je viens, lorsque je fais des contrats, que ce soit les contrats de partenariat public-privé ou même les contrats entre des personnes, je veux dire, entre les acteurs du secteur privé, par exemple, entre un commerçant et l'investisseur, lorsque je me retrouve on se retrouve devant les difficultés, il n'y avait pas une juridiction spéciale qui s'occupe de l'affaire. Et un peu comme pour vous dire, par exemple, lorsque je dois de l'argent à Wahab et que je le convoque au commissariat, en réalité, le commissariat n'est pas compétent pour régler l'affaire. Et c'était ce à quoi on assistait avant. Aujourd'hui, avec la justice commerciale, l'opérateur économique a une certaine garantie, a une certaine sécurité pour protéger ses affaires, mais aussi justement pour investir. Donc voilà autant de choses qu'apporte aujourd'hui la justice commerciale avec comme élément moteur, je vais dire, la création du tribunal de commerce qui permet justement aux hommes d'affaires d'aujourd'hui de sécuriser leurs affaires, de sécuriser leur commerce. Et lorsqu'il y a des conflits, il y a des modes de règlement, soit si vous n'optez pas pour les modes alternatifs, peut-être que le président nous le dira, les modes alternatifs de règlement de conflits ou de litiges, vous pouvez aller vers le tribunal de commerce qui est vraiment compétent pour statuer sur l'affaire et rendre une décision. On va faire le point de tout ça tout à l'heure. Oui, Wahab Ali Kara, le tribunal de commerce, la justice commerciale, comme une réponse aux différents conflits qui surviennent dans l'exercice de l'activité économique entre acteurs économiques, c'est-à-dire les investisseurs, les commerçants et bien d'autres acteurs impliqués. Oui, c'est un monde où tout se passe bien. C'est un monde où également il peut y avoir des conflits, donc des malentendus, et il faut chercher une destination pour qu'une solution puisse se trouver. Donc la justice commerciale, n'est-ce pas, le tribunal de commerce au Bénin, ça fait partie des outils que le Bénin a travaillé à mettre en place à l'effet de sécuriser et encourager les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, à investir au Bénin. On a d'abord commencé par la sécurisation du foncier. C'est ça qui encourage les investisseurs de l'étranger de savoir que quand ils viennent sur le territoire béninois et qu'ils veulent investir, ils ne vont pas faire un bail sur un terrain et que demain on puisse dire non, c'est la propriété d'une tierce personne. Donc cette sécurisation. Et comme Clément l'a dit, lorsque vous êtes des commerçants, vous êtes des opérateurs économiques, vous êtes des investisseurs et qu'il y a un malentendu entre vous, ce n'est pas la justice de façon globale qui se saisit de votre dossier pour faire un travail en bonne et due forme. Lorsqu'il y a un tribunal de commerce, puisque pour les investisseurs, ils parlent en termes de clients, donc en termes de commerce, il faut donc un tribunal, un instrument juridique spécifique à spécialiser donc dans ce domaine-là. Et donc le tribunal de commerce bien à point pour rassurer les investisseurs pour qu'ils sachent que, bon, une fois, d'abord, on ne souhaite pas les conflits, mais une fois qu'un conflit survient, quelle est la porte de sortie, qui est l'arbitre entre les deux parties en conflit. Donc, le tribunal de commerce vient apporter la réponse à toutes ces difficultés, encourager les investisseurs à savoir que, bon, tout peut bien se passer et quand il y aura mal donne, il y a au moins une institution, un tribunal qui est à même d'arbitrer. Oui, Erwan Anyambossou. Oui, tribunal de commerce pour faire la distinction avec les tribunaux de droit commun. Parce que justement, il y a eu un rapport Doing Business de la Banque mondiale qui avait révélé qu'il fallait 800 jours au moins pour connaître des dossiers, des dossiers qui concernent des litiges commerciaux.
Et donc, la Banque mondiale a aidé le Bénin à revoir cette loi, juillet 2016, je crois, pour qu'on puisse assister à l'installation de cette tribunal de commerce, pour que désormais, s'il y a un litige, s'il y a un contentieux commercial, qu'on puisse se référer à ce tribunal exclusivement dédié aux affaires commerciales. Parce que justement, il y a des litiges concernant des litiges maritimes, des litiges aériens, des litiges concernant les baux, des litiges. Et donc, ça permet désormais de traiter les dossiers avec célérité, de sorte que désormais, en 2 mois ou plus, les litiges commerciaux sont réglés. Les opérateurs économiques, pour ce qui est du gain de temps, ça leur permet désormais de pouvoir vite connaître le fond du dossier, de pouvoir savoir qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison, et d'entrer tout de suite dans le règlement. Je pense que c'est autant d'éléments qui viennent s'ajouter à tout ce que nous avons déjà comme arsenal judiciaire, juridique au Bénin. Et donc, il fait que désormais, l'investisseur, il sait que quand il vient au Bénin et qu'il a un contentieux, le dossier est réglé. Sauf que il peut arriver que dans un dossier commercial qui est une des parties qui est très intelligente, aille d'abord au niveau du tribunal de droit commun pour parler d'autres choses, quitte à ce que le juge du droit commun se déclare incompétent et renvoie le dossier maintenant au niveau du tribunal de commerce, de gagner du temps et de faire perdre du temps au juge aussi, parce que le juge il est tenu, il va d'abord statuer sur le dossier avant de se déclarer incompétent pour dire aller devant le tribunal. Je pense que c'est beaucoup d'éléments à la fois qui permettent à nos investisseurs de se tenir, de se savoir sécurisé au Bénin. Alors, était-il, monsieur Ribou, nécessaire pour vous, homme d'affaires, opérateur économique, acteur économique, était-il véritablement nécessaire pour vous qu'il soit créé ce tribunal, le tribunal de commerce du Bénin? Vos collègues ont déjà largement labouré ce chemin, donc je veux simplement ajouter une petite chose, c'est qu'il y avait effectivement auparavant des chambres commerciales. Quelle spécificité, c'est que c'était des juges qui un jour étaient commerciaux, un autre jour sociaux, etc. Donc il n'y avait pas une véritable spécialisation. L'intérêt du tribunal de commerce, c'est que ce sont des juges qui sont dédiés donc, aux actes de commerce, dont parlait M. Hatchadé, ces litiges-là, et donc par définition déjà ils sont plus compétents, puisque étant là sur la durée, ils peuvent vraiment s'intéresser à la chose. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un tribunal quand même qui a des spécificités. C'est le patronat qui a demandé qu'il y ait un tribunal commercial, un tribunal de commerce, mais c'est nous qui avons demandé, nous CIPB, qui avons demandé que les décisions soient publiées en ligne. Donc ça change tout. En ce sens, bon, actuellement, nous avons le président Kojo Papassou qui est là, qui s'est excusé de ne pas pouvoir être là ce matin, mais il avait une autre obligation avec son ministre, et il n'a vraiment pas pu venir, sans quoi il aurait été très heureux de venir. Mais c'est un monsieur passionné par son sujet, et surtout il a une ambition, c'est que justement, cette fameuse 800 jours-là, que ce soit un souvenir du passé, actuellement, donc, il se bat pour que, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il se bat pour que le nombre de jours moyens passés sur ces dossiers-là se réduise énormément. C'est en 2 étapes, dont vous avez parlé d'alternatives, hein, donc il y a effectivement l'arbitrage, vers lequel on peut se diriger. Mais peut-être la médiation aussi, pour régler les conflits. Oui, tout à fait. Donc lui, il a une sorte un système un peu comme ça. Avant le tribunal véritable, il y a une table basse, des fauteuils, il réunit les 2 personnes en litige, et puis il essaie déjà de régler le problème à l'amiable, pourrait-on dire. Donc déjà pour essayer d'évacuer certains cas. Et ensuite, quand on va vers le vrai problème, dans ce cas-là, donc c'est un jugement commercial rendu normalement et rendu dans la célérité, parce que ils sont spécialisés, ils souhaitent que les dossiers aillent vite, et puis c'est un championnat si vous voulez, hein. Ils veulent être meilleurs que les autres. Je ne parle même pas de l'ancien temps au Bénin, je parle de comparaison avec, par exemple, la Côte d'Ivoire ou avec le Sénégal. Le but du tribunal de commerce de Cotonou, c'est d'être une référence à toute la sous-région. D'accord. Alors, pour vous, opérateurs économiques, pour vous, hommes d'affaires, pour vous, investisseurs, si vous voulez, dites-nous, depuis que ce tribunal de commerce spécialisé, comme vous aimez bien le dire, est installé, quel est le retour que vous avez, quel est l'impact ou les changements que vous avez observés dans vos affaires, dans vos commerces et dans vos investissements? Bon, si vous voulez, tout d'abord, il y a une certaine sécurité de l'esprit. On sait que lorsqu'on a un litige, ça va pas tourner en rond, on va pas pour des raisons bizarres de copinage, famille ou autre, ralentir le dossier.
Par exemple, les banques sont très intéressées parce que les banques, le système c'était 15 ans pour traiter un cas et à la fin on perd. Donc c'était pas vraiment extraordinaire. Maintenant les choses vont beaucoup mieux et les banques elles-mêmes sont très contentes de cet appui. D'ailleurs on n'a pas parlé, mais pour quelle raison je suis ici, c'est qu'on est juste à la suite d'un séminaire qui est un grand propos, le 3e séminaire organisé par le CIPB pour le tribunal de commerce de Cotonou. Et les 2 dernières fois, la première fois c'était plutôt en général pour présenter le tribunal, les 2 dernières fois, la PBEF a soutenu très fortement l'initiative. Pour eux, c'est très important parce que, bien entendu, actuellement, le Bénin a un triste record. C'est 15% des dossiers qui sont problématiques, des dossiers de crédit. Vous voulez dire que le secteur bancaire est aussi bien impliqué dans ce processus il en est ravi. De justice commerciale. Oui, il en est ravi, bien sûr. Oui. C'est un des secteurs qui est les plus concernés. Puisque de nombreux cas se présentent, je répète, donc 15% contre 11% dans la sous-région. C'est pas génial 11%, mais 15%, ça prouve qu'on est vraiment dans notre pays un petit peu en dehors des normes. Et donc actuellement, ces taux ont sûrement baissé et l'ensemble des opérateurs est extrêmement content, mais en particulier, je disais, les banques qui souvent sont dans ce cas-là. Alors, dans le cas des malentendus, quels sont les conflits que vous arrivez à régler, n'est-ce pas, à l'amiable, avant peut-être, si ça ne va pas, saisir le tribunal de commerce? Quelle est la nature de ces conflits souvent? Je ne pourrais pas vraiment, je n'assiste pas à ces réunions, mais par contre, ce que j'imagine, c'est que souvent, l'un des prétendants, l'une des parties se dit oui, j'ai une chance, son avocat bien sûr ne veut pas le détromper, et j'imagine que le président du tribunal de commerce va lui dire écoutez mon vieux, votre affaire là, moi je vois très mal parti, vous perdez votre temps, et c'est plutôt vous entendre avec l'autre partie. Vous voyez, donc je pense que c'est un peu dans ce domaine-là que les choses peuvent se calmer. Et lorsque vous faites le point, est-ce que vous êtes totalement satisfait de toutes les décisions qui sont rendues, en tout cas les retours que vous avez de ces justiciables-là qui vont vers le tribunal de commerce pour avoir une solution aux différents conflits, aux différents problèmes qui se posent? Écoutez, j'ai jamais vu un membre du CIPB revenir vers moi en disant « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, je devais gagner, j'ai perdu, etc. » Ça n'existe pas. Ensuite... Est-ce que c'est parce que c'est un membre du CIPB que c'est comme ça? Je pense que c'est des grosses entreprises et j'imagine que ces grosses entreprises sont la cible de tout un ensemble de gens qui souhaiteraient prendre un morceau. Donc non, je ne crois pas que c'est ça. Je ne pense pas que... Vous voulez dire que le tribunal aurait peur d'eux? Non, je n'imagine pas ça. Je n'imagine pas une seconde. Mais non, en réalité, c'est la garantie essentielle, mis à part l'extrême intégrité et compétence du président et des autres juges, c'est que la décision étant publiée en ligne, c'est une décision bizarre, mais aussitôt on aurait des juristes à Abidjan ici, à Abidjan, à Dakar, peut-être en Europe, qui diraient mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont raconté? C'est pas possible. Donc ça n'existe pas. Donc il est clair que la justice qui est rendue, c'est une justice tout à fait normale et impartiale. Et impartiale, oui. Le seul problème qu'on pourrait avoir, le cas échéant, c'est des choses qui vont sûrement être corrigées, c'est des problèmes un petit peu de manque de savoir-faire sur certains domaines. Je ne parle pas du maritime, de l'aérien. Ce sont des sujets qui arrivent de plus en plus, et là, effectivement, c'est très pointu. Donc peut-être il faudra des formations spéciales, aussi bien des justiciables que des magistrats pour acquérir une compétence supplémentaire. Alors, Christian, si vous le permettez, ce que je voudrais aussi ajouter, quand on parle de ce tribunal de commerce, c'est que il s'occupe aujourd'hui de la gestion du crédit mobilier, mais aussi la gestion du registre de commerce. Vous vous souvenez que par le passé, par exemple, lorsque l'opérateur économique va vers le tribunal, ça je ne trahis aucun secret, et il y avait quand même des mécanismes, une certaine lourdeur administrative. Pour par exemple l'homme d'affaires qui veut avoir son attestation de non-faillite, par exemple, quand vous allez demander ça, avant c'était vraiment lourd, et je crois que c'était même pas au tribunal qu'on demandait ça, c'était je crois au niveau des impôts, donc c'était difficile pour les PME, même les petits entrepreneurs qui voulaient prendre par exemple les marchés. Donc aujourd'hui,
avec le tribunal de commerce, vous allez, vous faites la demande. Il y a une forme de célérité dans le traitement des dossiers. Oui, non seulement la célérité, je ne me convertis pas ou je ne change pas le président du tribunal de commerce, mais si vous allez, ça c'est vraiment... je vais dire, vous pouvez le constater, c'est vraiment remarquable. Lorsque vous allez, vous faites la demande de votre attestation de non-faillite, par exemple, vous l'avez en moins de 24 heures et parfois même le même jour. Le même jour, vous avez l'attestation. Donc, voilà autant de choses, par exemple, qui encouragent aussi bien les investisseurs qui sont loin, qui regardent le Bénin, qui s'informent sur le Bénin et qui aujourd'hui peuvent venir librement au Bénin pour installer leur industrie. Et tout ça, c'est aussi des emplois créés, c'est aussi, je dirais, de gains pour l'État parce que l'entreprise ou l'industrie qui s'installe dans notre pays doit payer inévitablement les impôts et doit recruter des Béninois qui doivent travailler. Donc, moi, je pense que le tribunal de commerce, c'est vrai, Eman fait bien d'être avec nous parce que c'est notre juge. C'est que avec le tribunal de commerce, oui, allez-y, vous pouvez. Ça a opéré une véritable révolution dans le monde des affaires au Bénin. Il faut saluer déjà cette symbiose qu'il y a entre le président du CIPB et le président du tribunal, M. Kodjo Kwapassou, parce que tout à l'heure quand il dit qu'il aurait voulu être là mais que pour une mesure, mais ce qui nous revient sans cesse, c'est la dématérialisation. Quels sont les efforts qui sont faits? Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'éléments qu'on vous envoie via votre téléphone et tout. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vous travaillez également dans ce sens, à faire en sorte qu'on n'aille pas au tribunal avec c'est pas de trolley de documents parce que justement il faut présenter les documents. Est-ce que vous travaillez à dématérialiser un peu ces différentes... Oui, bon, d'abord je remarquais que pour ce qui est justement du tribunal de commerce et cette affaire dont vous avez parlé, il y a une relation directe entre la PIEX et le tribunal de commerce. Donc immédiatement la pièce est émise dès que les formalités sont rendues, c'est-à-dire il n'y a pas encore à se déplacer, faire d'autres formalités, etc. Donc on gagne beaucoup de temps sur le registre du commerce. Lorsqu'on veut créer par exemple son entreprise. Oui, aussitôt on obtient le registre du commerce et grâce au dossier qu'on a présenté à la PIEX. On n'a pas retourné en disant tiens, j'étais à la PIEX, etc. Donc ça s'est fait automatiquement. Et donc c'est quand même assez appréciable. Effectivement, après bon, vous parlez de dématérialisation. Je pense que là, on est un peu dépassé par le gouvernement, quoi. Ils vont à une telle vitesse qu'on n'a pas le temps de leur poser des questions. Déjà, ils ont résolu les choses. Si vous voulez, par exemple, nous, on s'était battus avant l'arrivée du président Talon, justement pour dématérialiser de petites choses. Hein. On s'était heurté à tellement d'obstacles. Les gens refusaient parce que c'est plus pratique, un contact humain. Vous voulez la pièce, regardez demain, vous voulez pas revenir demain. Enfin, oui, ce genre de choses, quoi. Tandis que là, maintenant, c'est automatique. Donc, non, je pense que c'est un objectif du gouvernement et il n'a pas besoin de nous pour aller en cette direction, je veux dire. Hein. D'accord. En dépit de tout, mais à côté la question du tribunal de commerce, quelle est votre lecture du climat des affaires aujourd'hui pour vous qui êtes, je dirais, complètement et totalement moulé dans ce milieu? Oui. Bon. Maintenant, on n'a plus doing business, comme vous le savez, hein, pour différentes raisons. Mais moi, je sais une chose, c'est que déjà, pour ce qui est il y a deux aspects pour un investisseur. C'est bien entendu, justement, le règlement des contrats. Hein, donc, il va être sûr que quand il arrive là, il ne va pas être l'objet d'arnaque et il ne va pas arriver à s'en sortir. Il arrivera à s'en sortir s'il va au tribunal. Et l'autre point, c'est la fiscalité, bien sûr. Donc, sur la fiscalité, il y a un dialogue avec le secteur privé. Et par exemple, il y a le nouveau code des impôts qui va être sorti. Donc j'imagine que là, il y a encore des choses à discuter sur le code des impôts. Donc, mais le DG impôt est parfaitement accessible, même il n'y a pas trop longtemps. Est-ce que vous l'avez associé à votre séminaire qui a quand même regroupé les acteurs pas seulement du CIPB, mais aussi du secteur privé? C'est autre chose. Le directeur général des impôts a été très intéressé par le séminaire que depuis la 3e fois on fait avec la justice commerciale. Il a demandé à ce qu'on fasse la même chose début janvier. Donc début janvier, nous aurons un séminaire dédié à la fiscalité et le thème général c'est le contribuable, quelle
quelle est sa perception, comment améliorer la perception. Donc ce sera là aussi un jour et demi de travail plein pour arriver à avoir c'est peut-être l'occasion pour vous de faire des doléances pour... Oui, bon, on n'a pas manqué d'en faire. Donc la dernière fois, c'était à l'Assemblée nationale où on a fait nos remarques. Mais effectivement, là, on aura l'occasion de recommencer. C'est important. En plus, le ministre des Finances sera là, très certainement. C'est pourquoi on l'a fait si tôt en janvier. J'imagine qu'à ce moment-là, son emploi du temps est encore un peu flexible. Le ministre de la Justice a été à tous nos séminaires, donc j'imagine que c'est une tradition qu'on a maintenant définitivement avec le commerce qui est déjà réfléchi à la prochaine édition encore en novembre de l'année prochaine, de 22. Et j'imagine qu'il y aura un succès encore pour ce séminaire avec la fiscalité, qui sera l'occasion de faire systématiquement aussi un séminaire tous les ans, pour lesquels nos membres sont très intéressés. Voilà. Le CIPB, certainement, est affilié à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. À ce niveau, il y a également un centre, le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la CCIB. Est-ce que à ce niveau également, vous avez très souvent des conflits que vous emmenez au niveau de ce centre d'arbitrage? On ne va pas trop dans l'opérationnel, pour dire franchement, nous sommes un cercle de réflexion, donc on travaille sur des idées, on laboure les idées, et une fois que c'est fait, donc on les soumet aux uns et aux autres. Donc nous sommes en partenariat, bien sûr, avec la Chambre de commerce, en partenariat avec le patronat, et donc on parle ensemble et on étudie une question, on la leur soumet, on espère qu'ils pourront la porter plus loin que nous. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que vous notez que lorsque vous faites des propositions, des suggestions, puisque vous êtes un cercle de réflexion, est-ce que vos réflexions, le produit de vos réflexions sont souvent prises en compte par ce centre d'arbitrage et de réconciliation? C'est pris en compte sans nous citer ou en nous citant, mais c'est pas le problème. Nous on est content que les idées avancent. D'accord. Dans vos précédents développements tout à l'heure, on a compris que tout va bien avec l'État central. Quels sont les points sur lesquels vous n'avez pas satisfaction et sur lesquels vous souhaitez donc que le gouvernement puisse davantage travailler? On vous a entendu tout à l'heure approuver la sécurisation du bail, l'installation du tribunal de commerce et autres. Quels sont les éléments qui, dans le monde des affaires aujourd'hui, posent problème pour que le climat vraiment soit pas pour autant au top? Bon, il y a deux choses. D'une manière générale, ce que souhaite l'investisseur, c'est la stabilité fiscale. C'est-à-dire qu'on a des impôts, aussi lourds soient-ils, mais c'est ça, c'est pas encore d'autres. Donc, j'imagine qu'un message qu'on pourrait faire passer à la DGI, au ministre des Finances, c'est un peu celui-là. Donc, qu'on puisse alléger les choses, c'est ça? Non, pas alléger, mais on a ces impôts, n'essayons pas ni d'en inventer trop d'autres, ni ne tordre les textes pour leur faire dire ce que ne veut pas dire. Ça, c'est vous, votre souhait. L'État aussi a besoin de moyens, non? Non, mais on ne dit pas non. On dit pas non, mais à un moment donné, si vous voulez, il faut que ces moyens soient équilibrés. Élargir l'assiette fiscale, par exemple, pour éviter la pression fiscale. C'est super, ça, bien sûr. Notre rêve, c'est que l'informel soit de plus en plus taxé. Et pour ça, nous apprécions beaucoup cette affaire des factures normalisées qui oblige petit à petit davantage d'opérateurs économiques qui échappaient à déclarer, etc., à payer la TVA et autres. Donc ça, c'est très important. Non, l'idée, c'est effectivement d'arrêter de s'imaginer que les grandes entreprises sont des vaches à lait à éternité, puisqu'à un moment donné, ça les fatigue. Et c'est pas bon parce que... Quel effet cela a lorsque, par exemple, la liste des impôts et taxes, ça alourdit et ça allonge au niveau du ministère de l'économie et des finances? Quel effet ou quel impact cela a sur vous, vos entreprises? Bon, je vous dis, ça crée un sentiment d'insécurité. Bon, ceux qui sont là, ils sont là, donc ils partiront pas. Mais ceux qui viennent, ils ont besoin de savoir que c'est un pays où il y a une certaine stabilité du point de vue de la taxation. Si vous le permettez, je voudrais aussi ajouter que lorsque on tend vers l'élargissement, par exemple, de l'assiette fiscale, au fait, parfois, ça facilite, ça aide les entreprises, surtout les grosses entreprises, qui, auparavant, sont les seules
qui payaient les impôts. Donc quand on élargit, quand on a le grand nombre de citoyens ou d'entreprises qui payent les impôts, cela facilite aussi la vie à ceux qui tout, je veux dire toutes les ressources internes ou les ressources internes mobilisées pesaient. Donc si on a le grand nombre qui paient les impôts, même les PME et les PMI payent les impôts, cela aide les entreprises qui auparavant, par exemple, étaient les seules à payer. Donc je voudrais aussi revenir sur la question de Christian, de savoir quel est le rôle du CAMEC ou de la CCIB à travers le CAMEC. Il revient aux parties en conflit de faire la demande, ou soit vous allez vers la justice commerciale ou vers la juridiction commerciale, si je peux le dire comme ça, les spécialistes est en train de me regarder, ou si vous décidez de régler votre litige par les modes alternatifs de règlement de conflit. Donc si vous choisissez par exemple de régler votre conflit par la médiation, il n'y a rien à faire, vous n'avez pas besoin d'aller vers le tribunal, vous faites la demande au niveau du CAMEC et le CAMEC vous propose une liste soit de médiateurs ou soit d'arbitres, et vous choisissez, vous prenez votre médiateur ou votre arbitre qui statue sur l'affaire et vous arrivez à vous entendre. Mais la différence aussi qu'il faut expliquer, il faut relever pour faire comprendre davantage aux hommes d'affaires ou aux commerçants, c'est que si vous décidez d'aller avec la médiation, c'est pas la même chose que si vous décidez d'aller avec l'arbitrage. Avec l'arbitrage. Avec l'arbitrage, c'est un peu comme le tribunal. Avec l'arbitrage, il y a une décision qui est rendue à la fin, même si la décision elle est obligatoire. La décision de l'arbitrage aussi est obligatoire, un peu comme pour le juge, mais elle n'est pas tout de suite exécutoire. Donc c'est cet élément que je voudrais apporter. Oui, et Clément Tchadi a vraiment élaboré sur la question. Juste un chiffre pour montrer à peu près, pour montrer un peu ce que ça relève d'avoir un tribunal de commerce. C'est que pour l'année 2018, par exemple, nous avons eu 850 dossiers qui ont été gérés par le tribunal de commerce. Wow. Vous voyez à peu près comment est-ce que les hommes d'affaires ont besoin de services. On aurait bien voulu avoir le président du tribunal sur le plateau pour nous dire à peu près quel est le rapport, ou quels sont les rapports que ce tribunal entretient avec les tribunaux de droit commun. Parce que justement, quand le dossier vient au tribunal de commerce et que le juge se rend compte après que ce n'est pas un dossier commercial, qu'il faut renvoyer ce dossier au niveau des tribunaux de droit commun, comment ça se fait? Idem pour les tribunaux de droit commun, quand ils se rendent compte que finalement après, au bout de 2-3 ans de litige qu'on traite, quand on se rend compte que finalement c'est pas un dossier de droit commun, qu'il faut envoyer ça au tribunal de commerce, est-ce que le juge se déclare seulement incompétent ou bien il enclenche en même temps la procédure pour vous envoyer? Je pense que c'est aussi des éléments qui doivent vous aider, non, monsieur Ribou? Oui, tout à fait. Je vais quand même revenir un petit peu sur la fiscalité qu'on avait abordée. Je ne veux pas donner l'impression que je voudrais moins d'impôts. Je vais citer un cas très simple. Une entreprise chez nous fait de la bière, etc., etc. Et tout d'un coup, il y a de la bière qui vient du Nigeria. Bon, je prends un système organisé. Si on oblige tout le monde avec des factures normalisées, ça va un peu changer les choses. Puisque comment justifier que tout d'un coup, des bouteilles nigérianes apparaissent dans un bar soit consommé comme ça, etc. Ça, c'est un cas. Un autre cas, par exemple, ici dans ce pays, on produit de la peinture. Puis après, vous allez dans les petits marchés, là, et puis vous trouvez la peinture qui vient du Ghana et autres, qui souvent sont des fausses marques et autres. Ben là aussi, si vous avez un système bien organisé où vous exigez d'avoir une facture normalisée, cette entreprise pourra prospérer. Alors que là, elle a un problème parce qu'elle ne peut travailler finalement qu'avec, par exemple, de grands projets d'État ou autres. Mais le petit entrepreneur qui souhaite badigeonner une simple maison, peut-être il va aller tranquillement chez un petit marché et puis acheter à moitié prix une mauvaise peinture qui va se peler au bout d'un an.
Donc ça, c'est quand même des points importants. Vous avez raison, il faut élargir l'assiette, aller vers l'informel et puis faire payer aux gens ce qu'ils Tout à l'heure, Wahab vous demandait si tout cela améliorait le climat des affaires. Moi, je voudrais spécifiquement vous demander si, au vu de tout cet arsenal juridique, je dirais même juridico-économique, est-ce que vous constatez par exemple qu'il y a des investisseurs qui frappent à la porte du Bénin? Écoutez, bon, il y a tout à fait une espèce de, tableau d'exposition, c'est Logic B, donc où les gens commencent à venir et s'installer. Je pense qu'il faut plusieurs choses. C'est clair qu'il y a une volonté au niveau de l'État, il y a un plan en plus, il y a des choses très très claires qui sont proposées. À partir de là, vous avez les 2-3 piliers importants. Un pilier, c'est bien entendu la justice, un pilier, c'est la fiscalité, un pilier, c'est l'énergie. Si tout ceci est en train d'être traité, c'est clair que l'investisseur qui vient ici se sentira à l'aise. On parle de la justice commerciale, mais on vous retrouve souvent, je ne sais pas s'il faut dire seul, mais où se trouvent les acteurs comme, même si vous travaillez avec eux, on ne les voit pas au devant de la scène, le patronat qui est quand même aussi vraiment représentatif du secteur privé. Est-ce que le patronat a été associé au séminaire? Quelles sont vos relations avec le patronat? Écoutez, nos membres sont tous membres du patronat et de la Chambre de commerce, donc automatiquement, tout ça, ça va ensemble. En fait, nous avons un groupe de travail justice qui est présidé par une personne de la Chambre de commerce. Donc il y a une véritable symbiose, si vous voulez. Je ne pense pas qu'on s'interroge, ça c'est le patronat, ça c'est la Chambre de commerce. On travaille vraiment en commun. Dans le travail fiscalité, le nombre de membres du CPB est minuscule. Je veux dire, on s'adresse à tout le monde, on s'adresse aux différents ordres. L'ordre des pharmaciens vient, l'ordre des experts comptables vient, des membres, donc je le répète, de la Chambre de commerce sont là au niveau important. Le patronat est là aussi, si vous voulez. Donc, je pense que c'est plus un sujet, ça, de se dire, le patronat... Une différenciation. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Roland Ribouf. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Merci d'être venu sur Actu Matin. Maham Ali Para, merci. Merci. Herman Niambossou, merci. On va profiter de ce merci pour souhaiter un heureux anniversaire à Zakat Latouji. C'est aujourd'hui. On va le retrouver tout à l'heure à la rédaction. C'est bien. Joyeux anniversaire à Zakat. Christian, il faut dire à Zakat que le président du CIPB lui souhaite justement des joyeux anniversaires. Allez, chers messieurs, nous allons porter nos costumes tout à l'heure avec Jérôme Dossa qui est un styliste spécialiste dans la confection de costumes. Il a été rencontré par Ouliat Sanoussi, nous l'avons vu mardi dernier, c'est en nouvelle diffusion. Aujourd'hui, vous voulez réaliser un costume. Quelle est l'étape que vous allez suivre pour faire ça? Premièrement, on vient à la table de coupe, tu déposes le tissu et tu repasses ça bien d'abord avant de commencer le traçage. Là, vous avez un tissu devant vous. J'ai un tissu devant vous, tissu noir de costume. Je passe au repassage d'abord. Je vais commencer le traçage. Je prends la mesure déjà comme ça. Voilà mon petit règle de coupe.
Est-ce que parfois en faisant la coupe, vous pouvez rater? Oui, ça arrive. Ça arrive, tu peux rater quand tu es trop pressé là. Quand tu le fais consommer, il n'y a pas de pression pour faire la coupe quoi. Je confie pour attendre, pour voir un peu comment ça se passe. Je finis avec le traçage. Je vais découper. C'est vraiment un travail méticuleux, hein? Quand on regarde tout ce qui se passe. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à aimer le métier? C'est depuis mon enfance. D'abord moi-même j'aime m'habiller. Quand je vais chez le couturier aller commander et je vois comment en train de travailler là, ça me plaît même. Un jour j'ai décidé d'aller prendre ce métier. Donc j'ai quitté tout petit, aller mon apprentissage. Quand j'ai commencé, là où j'ai appris mon métier, on fait tout, hommes et dames. Mais à la longue, moi j'ai choisi de former moi-même en costume bien. Donc c'est là que j'ai tombé amoureux de costume. Vous avez fait combien d'années de formation d'abord? J'ai fait 7 ans, de 90 à 97. Quand j'ai fini en 97, là, j'ai commencé ça en même temps, à la maison d'abord. Jusqu'à petit à petit, j'ai commencé à chercher l'atelier en 2006. J'ai trouvé un peu pour aller louer pour faire mon atelier. C'est là que je suis ici là aujourd'hui. L'atelier est situé à Ménontin, devant l'église catholique et à côté de la Canal 3. Maintenant, je vais remettre ça à mes apprentis qui est un peu fort dans ça et qui va commencer par monter. Moi-même, je suis là pour les suivre. Ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas seul ici, je suis avec mes apprentis. Donc, étape par étape, c'est moi-même qui fais les coupes et les apprentis font le montage. Je donne ça à mes apprentis. On va commencer. Ok. Mathias, bien. Allez, il faut me commencer par faire le montage. Maintenant, je vais monter la doublure. Comment je monte ça? Je fais la doublure même à part, la doublure à part, avant de mettre tout ensemble. La confection du costume, ça prend du temps, ça fait 3 jours. Nous allons vous laisser finir. Nous reviendrons après pour la suite. Je suis de retour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. On va voir ce que ça donne, la confection du costume. Waouh! Avec les clients, il y a des difficultés. Il faut être honnête avec les clients pour ne pas avoir de problème. Quand tu donnes rendez-vous là, il faut être forcément au top avec les clients. Il y a encore des difficultés côté des apprentis aussi. Donc, il y en a beaucoup. Parfois, tu les commandes, tu fais des têtes que tu ne peux pas revoir. Tu serais énervé. Parfois, il y a des clients qui viennent, quand tu les fais, ils disent, ce n'est pas ce que je veux, ça doit être comme ça. Est-ce qu'il vous arrive de vous blesser? Ah oui, il arrive parfois
Tu peux coudre ta main avec ta machine et tu ne sais pas. D'accord? Mais en couple, là, il n'y a pas de blessure en couple. Est-ce que le métier vous épanouit? Moi, je suis fier dedans. Et quand je viens, si je ne trouve pas, je ne décourage pas. C'est parce que c'est ça qui me nourrit. Vous faites tout. Qu'est-ce que vous réalisez au-delà des costumes? Les chemises, les pantalons bien taillés, les bootlegs, la bacosse, je fais ça. Est-ce que vos clients sont souvent satisfaits du travail que vous faites? Oui, beaucoup de clients. Parce que sans les clients, je ne peux pas arriver à rejoindre les deux bouts. Eh bien, Jérôme Dossa, quel est le message que vous avez à l'endroit de vos clients qui vous suivent actuellement? Je m'appelle Jaberdos, le nom de mon atelier. C'est ma griffe. Donc, je remercie tous mes clients qui ont confiance en moi de venir ici tous les jours que je fais. Et je l'attends les autres aussi. Ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis là à tout moment. Je suis là pour les statuer. Mon ambition, c'est de voir ouvrir une grande maison de couture et habiller les grandes personnalités du Bénin. Et même quand je vois mon président à la télé bien habillé, costume bien taillé, moi si je rêve l'habiller sur mesure comme ça, bien taillé. Ce que les grandes autorités portent au Bénin là, c'est des trucs qui viennent de l'extérieur. Or, il y a des couturiers comme nous au Bénin ici, qui peuvent l'habiller en costume, en bacosse ou good luck. Bien fait. Les gens croyaient que c'est venu à l'extérieur, mais c'est fait ici au Bénin. Eh bien, monsieur Jérôme Dossa, vous avez une très grande ambition. Je sais que le président Patrice Talon, il nous suit beaucoup. Il a entendu votre message. Chers téléspectateurs, nous avons pris 3 jours pour découvrir avec monsieur Jérôme Dossa la confection d'un costume. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. Et voilà, c'est à vous le merci Ouliat Sanoussi, c'était en immersion et dans un instant ce sera la revue de presse. On va retrouver Narcisse Anossé qui a lu pour nous les journaux. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Tous les journaux ou presque mettent en lumière ce matin le projet de budget du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Selon les publications, le document présenté aux députés hier mercredi affiche un montant de 170 milliards 252 millions 35 000 francs CFA. Un budget qui, à en croire les journaux, connaît une hausse de 68,06% par rapport à la dotation de 2021 et destinée à l'amélioration du cadre de vie des populations. Le quotidien Fraternité et le matinal décortiquent le document et y voient des projets phares de l'administration Tonato. Mes confrères citent entre autres la deuxième phase de l'asphaltage, l'assainissement pluvial de Cotonou et des villes secondaires, la construction des équipements marchands, la gestion intégrée des déchets, boues de vidange et eaux usées dans les grandes villes du Bénin, le programme de protection du littoral contre l'érosion côtière, la construction des bâtiments administratifs, le financement des initiatives environnementales et climatiques, etc. Fraternité rapporte José Didier Tonato qui, dans son exposé, a fait savoir que l'année 2022 se caractérise par le démarrage effectif des actions du secteur inscrites dans le PAG 2021-2026 avec l'opérationnalisation de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage à tous les autres secteurs de développement du pays, notamment ceux connexes du cadre de vie. Il a surtout cité la santé, les sports, le tourisme, le commerce, la sécurité, la défense. Le journal Le Potentiel, lui, s'intéresse au bilan d'exécution du budget de cette année 2021 et nous apprend qu'il est fourni avec un taux d'engagement de 74,75% contre 61,42% d'ordonnancement à fin septembre 2021. C'est un bilan impeccable pour le ministre José Didier Tonato, conclut la publication. Toujours par rapport au contenu du document, le quotidien Fraternité trouve que José Didier Tonato a montré devant les députés les qualités de bon élève. Dans sa présentation du projet du budget, renseigne le journal,
L'autorité a tenu à faire aux parlementaires le point des recommandations de l'Assemblée nationale issues de la session budgétaire de la gestion 2021. Et mon confrère précise que sur les 16 recommandations recueillies l'année écoulée, 9 sont entièrement mises en œuvre, une est en cours d'exécution et 6 n'ont connu aucun début d'exécution, étant donné que les arbitrages sont en cours à cet effet. D'un budget à un autre, le quotidien La Cloche lui consacre son gros titre à celui du ministère des Infrastructures et des Transports. Un budget d'un montant de 155 milliards 699 451 000 francs CFA qui, à en croire le ministre Hervé Héromain cité par la publication, connaît un accroissement global de 46% comparativement à celui de 2021. Dans son contenu, mon confrère y voit surtout 21 chantiers phares de Patrice Talon pour 2021. Il s'agit entre autres de la construction d'une route de contournement nord de Cotonou, la reconstruction en 2x2 voies de la route nationale inter-État numéro 2, tronçon Cotonou-Boïkonda-Sazoumé, le dédoublement de la route Sémé-Porto Novo, la construction d'un nouveau pont en 2x2 voies avec aménagement et bitumage, de la route Neki-Kalalé, la construction de l'échangeur de Vedoko à Cotonou, etc. Toujours dans l'actualité ce matin, la justice avec l'autre quotidien qui nous donne les nouvelles de Joël Aïvo et Ricky Amadogo. Ces deux personnalités détenues pour infraction à la loi seront fixées sur leur sort la semaine prochaine, affiche en manchette la publication. De la justice à la sécurité, le quotidien La Cloche nous apprend qu'un présumé djihadiste a été neutralisé par l'armée béninoise dans la région du Nord Bénin. Au cours d'une patrouille, détaille le journal, les éléments de la défense nationale ont été agressés par 2 hommes dans la matinée d'hier mercredi, non loin du pont Mekro dans la commune de Banikwara, département de la Liborie. Et si l'un d'eux a pu être neutralisé, poursuit la publication, le second a réussi à échapper aux éléments de la patrouille militaire. Pour l'heure, aucun détail sur l'identité et la nationalité des présumés assaillants, rapporte le quotidien La Cloche, qui nous rappelle que 4 présumés djihadistes avaient été interpellés les 24 et 25 octobre dernier dans le village de Kwatena au nord-ouest du Bénin. Dans la suite, ce matin, santé. Au lendemain de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, le quotidien La Cloche sort les statistiques ce matin. Selon le journal, 38 millions de personnes au monde vivent avec le VIH-Sida depuis 1988. Au Bénin, 76 000 personnes sont infectées, précise la publication. Pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, une note de culture. Les journaux nous apprennent que l'artiste Janvier de Naga-Honfort, décédé il y a quelques jours, a été inhumé hier mercredi en Allemagne. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. C'est terminé pour aujourd'hui chez vous. C'était Actu Matin. Merci de l'avoir suivi. Eh bien, on se donne rendez-vous demain vendredi à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.